Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous allons évoquer le plan de relance. Et alors c'est simple, la presse n'est pas du tout d'accord au sujet de ce plan de relance. Si je prends par exemple l'Humanité, celle-ci avait pour titre vendredi dernier un chèque en blanc pour le patronat en guise de plan de relance. 35 milliards d'euros filent dans la poche des entreprises sans contrepartie, une vieille recette libérale vouée à l'échec. Ça, c'était le titre de l'Humanité. Et puis ce matin, un titre beaucoup plus mesuré à la une des Échos, les recettes pour relancer le Made in France. Le plan de relance consacre 35 milliards d'euros à l'industrie, des mesures pour lutter contre l'enfer administratif et créer un choc de robotisation. Pour vous permettre de vous faire une idée sur les spécificités de ce plan de relance, je suis en compagnie de deux économistes. Tout d'abord, Christian Saint-Etienne. Vous venez de publier Le libéralisme stratège contre le chaos du monde. C'est aux éditions Odile Jacob. Et en face de vous, Jézabel Coupet-Soubeyran. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 et conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Et vous venez de publier L'économie en BD en compagnie d'Oriane Buis et c'est chez Casterman. Jézabel Coupet-Soubeyran, pouvez-vous nous dire quelles sont les spécificités de ce plan de relance ? Oui, alors c'est un plan qui s'articule autour de 3 volets, ça a beaucoup été dit, qui en apparence, si vous voulez, sont assez équilibrés, puisque à première vue, on a 30 milliards sur l'écologie, on a 34 milliards sur la compétitivité, 36 milliards sur la cohésion. Donc on a nous en fait 100. Voilà, ce qui fait 100 au total. On a l'impression d'avoir un plan de relance assez équilibré. Et au fond, quand on regarde les choses vraiment un peu plus en détail, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même, si vous voulez, pas mal de problèmes, et notamment un manque de cohérence. En fait, un manque de cohérence et peut-être aussi un manque de sincérité quant à la volonté. Ça veut dire quoi ? Un manque de sincérité quant à la volonté de refonder vraiment le modèle économique, de préparer la France de 2030 avec ce qui est présenté. Alors si on regarde le volet écologique. Alors 30 milliards, c'est pas rien sur le volet écologique, c'est 10 milliards de plus, en gros, si vous voulez, que l'effort qui était produit précédemment, les années précédentes. Si on écoute un peu les think tanks qui s'intéressent à ces aspects-là, 10 milliards de plus, c'est l'effort qu'il faudrait produire chaque année. D'accord ? Là, on a une sorte de one-shot sur l'écologie. En outre, si vous voulez, les sommes qui vont arriver pour financer toutes les mesures qui sont prévues, elles vont s'étaler dans le temps. Là, c'est censé être un plan pour 2020-2021 qui va reposer sur des ressources dont une partie vont venir de l'Union européenne, mais tout ça va s'étaler dans le temps et donc ça ne permettra pas en fait de reproduire. Donc vous reprochez à ce plan d'être trop peu important et comme il va y avoir, dites-vous, un étalement des dépenses dans le temps, on a affaire à des sommes qui vous paraissent trop modestes ? Oui, les sommes sont trop modestes au sens où ce plan 2020-2021, il faudrait pouvoir le reproduire, surtout sur le volet écologique, beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus régulièrement dans le temps. Et l'autre point, c'est le manque de cohérence. Si vous prenez le volet compétitivité, qui repose en grande partie sur les 20 milliards de baisse d'impôts sur la production, il n'y a aucune conditionnalité. Si vraiment vous voulez mettre le paquet sur l'écologie, comme c'est affiché, eh bien, il faut que tout soit cohérent. Et donc, les baisses d'impôts de production, il faut qu'elles soient conditionnées par un effort dans l'investissement vers des entreprises. Par ailleurs, troisième volet, ça aussi, pas du tout cohérent avec ce qui précède, puisque si vous voulez faire la transition écologique, il faut de la cohésion sociale. Et donc, il faut une transition sociale. Il y a rien à ce niveau. Il n'y a que des miettes, notamment pour les plus fragiles dans ce volet cohésion. Christian Saint-Etienne, votre point de vue par rapport à ce que vient de dire Jézabel Coupet-Soubeyran et plus généralement sur les caractéristiques de ce plan de relance ? Écoutez, je ne soutiens pas ce gouvernement, mais je trouve que le plan n'est pas mauvais. Il faut l'inscrire dans la durée. D'abord, c'est au fond le deuxième temps de réponse de ce gouvernement à la crise. Le premier temps, qui a été bien mené, là aussi, c'était d'avoir des mesures d'urgence comme le chômage partiel. On a eu la réponse en termes de chômage partiel la plus généreuse au monde, peut-être trop généreuse d'ailleurs, mais donc tout à fait significative. Et puis surtout, on a eu les prêts garantis par l'État
Pardon, et ces prêts, là aussi, ont été très efficacement distribués par le système bancaire. On peut d'ailleurs, là aussi, craindre que la générosité de ces prêts ait conduit à maintenir des entreprises qui ne sont pas vivables, et c'est donc dans les prochains mois qu'on verra la réalité. Enfin, donc ça, c'était le premier temps. Là, c'est le deuxième temps. Alors, je pense que le gouvernement, en fait, communique très mal. En réalité, c'est un plan structurel, là où les gens attendaient du conjoncturel. En France, on pense structurel offre, conjoncturel demande. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Donc, structurel, c'est la transformation du système économique et la nécessité de réindustrialiser dans le contexte de la croissance durable. La croissance durable se fera par une réindustrialisation propre, robotisation, numérisation du système économique. Malheureusement, la France a pris beaucoup de retard là-dessus. Et donc, le gouvernement essaie de rattraper en partie ce retard, mais c'est un retard de 15 ans. Donc, il va falloir du temps pour le rattraper, mais c'est une nécessité pour la croissance durable. Et il s'y prend comment, le gouvernement, si l'on suit votre raisonnement, Christian Saint-Etienne? Vous dites que finalement, l'ambition du gouvernement, c'est de remettre à plat une partie, en tout cas, des structures productives de ce pays. Comment va-t-il faire? Comment compte-t-il faire pour y parvenir? Donc, il y a trois volets, comme ça a été dit tout à l'heure par Jésabel. On a la transition écologique, avec des mesures significatives sur le transport, la rénovation du bâtiment. Là où je la rejoins, si vous voulez, c'est un plan structurel qui vise à rebooster le système économique. Mais sur le volet de la transition écologique, c'est peut-être la seule partie qui n'est pas suffisamment structurelle. Là, c'est une critique que je fais aux différents gouvernements français depuis une quinzaine d'années. C'est que si on veut être sérieux dans ce domaine, ce n'est pas des mesures gouvernementales prises mois après mois qui vont faire la différence, c'est la constitution de filières ad hoc. Par exemple, il y a un domaine dont tout le monde sait que c'est central pour la transition écologique, qui est la rénovation du bâtiment. On devrait isoler plus correctement les bâtiments en France et notamment les logements. Vous savez qu'on a une trentaine de millions de logements et il y a 6 à 8 millions de passoires thermiques. Donc il faut rénover ça, mais ça ne peut se faire que dans le cadre de plans à 20 ans avec une rénovation. Il faut, en face d'ailleurs d'une rénovation de cette ampleur, créer une filière avec 300 ou 400 000 personnes qui, année après année, font ce travail. Et là, on ne voit pas l'émergence de la construction de ces filières. Jésabel Coupet-Soubeyran, on a pu dire qu'il y avait en fait une spécificité dans ce plan français, c'est qu'il aidait les entreprises au lieu d'aider les ménages. En Allemagne, on a fait le choix d'aider les ménages. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une méthode qui, pour vous, est préférable à l'autre, plus adaptée à la France ou à l'Allemagne? Expliquez-nous. Oui, effectivement, c'est un plan qui est très orienté vers l'offre, donc vers l'aide aux entreprises, vers le soutien des entreprises, et pas assez vers la demande. C'est aussi, si vous voulez, il y a deux aspects d'ailleurs ici. Pas assez, donc c'est une critique que vous Oui, formulez. tout à fait. Pas assez orienté vers la demande, mais je dirais que même au niveau de l'offre, c'est un plan en fait, qui repose sur une conception très étroite de l'offre. Parce qu'il s'agit effectivement de faire porter... Attendez, expliquez-nous d'abord pourquoi vous considérez qu'il faudrait que ce plan soit plus orienté vers les ménages. Alors, 2 points, si vous le permettez. Au niveau de l'offre, pourquoi c'est très étroit au niveau de l'offre? Parce que ça ne considère que le secteur privé. En tout cas, ça considère surtout le secteur privé, pas assez le secteur public. Et donc, de ce fait, ça ne met pas suffisamment le paquet sur les investissements publics. En gros, si vous sommez tous les investissements publics autour de la rénovation énergétique, le Ségur de la santé, le ferroviaire, etc., vous arrivez à 15 milliards d'euros. C'est moins que les baisses d'impôts sur la production. Donc, il faut de l'investissement public pour faire de la croissance. Donc ça, c'est déjà un aspect, le fait de tout faire porter sur l'offre au sens étroit. Ensuite, sur la demande, effectivement, ce n'est pas suffisamment orienté vers la demande. Et je pense que ça s'appuie en fait sur un diagnostic selon lequel
Il n'y a pas de problème de demande. Au niveau des ménages, ça va. Ils ont énormément épargné pendant le confinement. Ils ont épargné 85 milliards d'euros. Oui, mais qui a épargné? Ce serait pas mal, si vous voulez, d'avoir quand même une connaissance un petit peu fine de la répartition de cette épargne en fonction du niveau de revenus des ménages. Vous sous-entendez qu'il y a des inégalités, bien sûr, et qu'il y a des ménages qui, eux, n'ont pas épargné parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'épargner. Évidemment, enfin, c'est tout à fait Qu'est-ce que l'on pourrait faire en direction de ces ménages? Eh bien, il faut essayer, si vous voulez, de faire porter l'aide sur les ménages modestes. Il pourrait très bien y avoir des aides beaucoup plus directes aux ménages, et c'est ce qu'a choisi l'Allemagne. L'Allemagne, en effet, alors il ne s'agit pas d'encenser l'Allemagne, parce que je pense que c'est un pays qui porte une lourde responsabilité dans les déséquilibres actuels de la zone euro, et qui a énormément compressé sa demande interne au cours des années précédentes. Mais là, eh bien, il semblerait que l'Allemagne change un peu son fusil d'épaule, d'accord, et arrive à mieux orienter son plan de relance en l'équilibrant davantage, en aidant les ménages, en abaissant leurs factures, notamment leurs factures d'électricité, en envoyant des chèques aux ménages, des aides directes aux ménages. C'est important. Soutenir la demande, si l'on veut faire repartir l'offre, la production, c'est fondamental. Vous en pensez quoi, Christian Saint-Etienne ? Alors, si on compare la France et l'Allemagne, leur position de départ avant la crise est totalement différente. En fait, l'Allemagne a fait une politique pro-entreprise dans les 20 ans qui ont précédé la crise, quand la France, dans les 20 ans qui ont précédé la crise, a fait plutôt une politique pro-demande. Et la conséquence, c'est que nous avons un énorme déficit extérieur, alors que l'Allemagne a un énorme excédent extérieur. Donc l'Allemagne ayant un énorme excédent extérieur, il est logique d'aider dans la crise conjoncturelle actuelle les ménages. La situation de la France est très différente. Alors, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, mais je ne l'avais pas développé jusqu'au bout, qui était que je pense d'ailleurs que le gouvernement est totalement responsable. Je me demande s'il comprend d'ailleurs complètement ce qu'il fait, parce qu'il y a eu 2 temps de réforme. J'ai dit les premières mesures d'urgence du printemps, lorsque on a fait le chômage partiel et les prêts garantis par l'État. Là, pour moi, c'est un deuxième temps qui sont des mesures plutôt structurelles, dont on peut discuter indéfiniment le contenu, mais qui sont pas stupides. Moi, à mon avis, il y aura un troisième temps qui ira dans la direction de ce que Isabelle évoque. Je pense qu'il y aura un troisième temps en janvier-février où il y aura des mesures spécifiques aux ménages. On a déjà eu des mesures sur la prime de rentrée scolaire, mais je pense que ça sera relativement facile, entre guillemets, d'aider les ménages, notamment les plus pauvres, lorsqu'on y verra plus clair. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude totale. D'autant plus que... Pourquoi incertitude ? Parce qu'on ne sait pas si la crise actuelle liée au coronavirus va reprendre ou pas. Et cette crise, tout le monde le sait, hein, vous l'avez souvent dit sur France Culture, il y a trois secteurs majeurs de l'économie française qui sont des moteurs naturels de notre économie, qui sont directement frappés par cette crise. Tout le transport aérien, Airbus, c'est une grosse contribution à nos exports, donc c'est à l'arrêt. Il y a le tourisme, c'est 10% de notre économie, c'est 2 millions d'emplois, donc là aussi c'est un désastre. Tous les hôtels sont 2 tiers vides, hein, les restaurants au tiers de leur activité normale, tout ça c'est désastreux en termes d'emploi. Et puis, de manière générale, toute la production culturelle qui est massive dans le contexte français, avec tous les festivals qui ont été annulés. Donc la France s'est pris 3 grands coups de poing dans le visage par cette crise, et le gouvernement navigue un peu. Alors il a eu ces 2 premiers moments, mais je pense qu'à partir de novembre, décembre, janvier, on va quand même avoir une petite clarification. Est-ce que l'automobile se tient? Est-ce qu'elle réussit sa transition vers l'électrique et l'hybride? Est-ce que l'aérien se stabilise? Et est-ce que le tourisme, là, malheureusement, on va certainement devoir attendre l'été prochain. Mais voilà, dans cette incertitude majeure, il est normal que l'État aide les entreprises pour éviter un effondrement de l'économie. Et je pense que le troisième temps d'aide aux ménages devrait venir, mais le gouvernement communique, à mon avis, très mal. Je ne sais pas, d'ailleurs, s'ils ont cette vision-là. Isabelle Coupet-Soubeyran, il y a une autre ambition, en tout cas une ambition affichée, qui est de relocaliser un certain nombre d'activités en France. Est-ce que ce plan de relance va permettre de le faire ?
Ça, on verra. Effectivement, c'est l'ambition. Il y a plein d'éléments de langage assez sympathiques dans ce... Non, mais est-ce que d'après vous, les moyens qui sont mis en face de cet objectif sont suffisants, adaptés ? Dans le volet compétitivité, on a des mesures, si vous voulez, qui pourraient aller un peu dans ce sens. Il y a une prise de conscience, et c'est pas qu'en France, une prise de conscience des interdépendances auxquelles expose la mondialisation. Donc on a plus cette naïveté de penser que dès lors qu'on économise un peu des coûts, il faut délocaliser la production. On prend conscience qu'en fait, il faut aujourd'hui être moins dépendant de l'extérieur pour des productions essentielles. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Ça va pas se faire en 2020-2021. La relocalisation des entreprises, le fait, si vous voulez, de détricoter un peu ces chaînes de valeur, c'est-à-dire ce découpage des étapes de la production entre plusieurs pays. Ça, c'est caractéristique des dernières décennies. C'est vraiment ce qui a fait la mondialisation. C'est pas en 2 années qu'on va relocaliser les entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment reproduire l'effort. Là, moi je suis pas bien d'accord avec cette idée, si vous voulez, de temporalité. On pourrait commencer par l'offre et puis après on va venir s'occuper des ménages s'il y a un petit peu moins d'incertitude. Je pense qu'au contraire, idée développée par Christian Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous dérange dans... Ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il faut justement, au contraire, essayer de tout coordonner, avoir un plan qui porte à la fois sur l'offre et sur l'offre au sens large, en aidant les entreprises, mais en aidant également le secteur public, en investissement beaucoup plus massivement dans le secteur public, aider les ménages, avoir une volonté très affichée qui se poursuive dans le temps en ce qui concerne l'écologie pour arriver à véritablement refonder nos modèles économiques. Et là, on aura un plan de refondation. Pour le moment, c'est juste un plan de continuité avec cette politique de l'offre, cette politique axée sur la compétitivité des entreprises qui est menée depuis plusieurs années sans succès. Ce qu'on va avoir là, juste peut-être un point, c'est... Ok, bon, ce qu'on va avoir, c'est une reprise sur les 3 temps, c'est mon interprétation. Je ne suis même pas sûr que ce soit la volonté du gouvernement. Oui. Vous allez continuer à interpréter ce plan et puis à nous expliquer les phénomènes un peu étranges auxquels on assiste. En l'occurrence, on parlait d'une baisse importante des bourses. Celles-ci sont extrêmement hautes. Aujourd'hui, elles ont regagné une grande partie du terrain perdu, voire plus. On voit qu'il y a un certain nombre de marchés qui se portent très bien, tandis que d'autres, cela a été évoqué, vont beaucoup plus mal. Bref, une situation économique absolument inédite que vous allez décrypter avec nous. Christian Saint-Étienne, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, et Jézabel Coupet-Soubeyran, l'économie en BD avec Oriane Buis, c'est chez Casterman. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer le plan de relance français attendu depuis le printemps. Il a été présenté la semaine dernière. Il a pour objectif de retrouver le niveau de croissance de 2019 d'ici la fin de l'année 2022. Pour y parvenir, le gouvernement a donc mis au point 70 mesures. Elles se répartissent en 3 grands piliers: la transition énergétique, la relocalisation industrielle et la cohésion sociale et territoriale. Pour tenter de commenter, de comprendre les mécanismes à la fois de ce plan et de la crise que nous traversons, nous sommes en compagnie de Jézabel Coupet-Soubeyran. Vous publiez l'économie en BD avec Oriane Buis et c'est chez Casterman, et Christian Saint-Étienne, vous publiez Le libéralisme stratège contre le chaos du monde et c'est aux éditions Odile Jacob. Christian Saint-Étienne, au moment de la crise des Gilets jaunes, il était question de 17 milliards d'euros et l'on a trouvé que la somme était importante. Aujourd'hui, on parle de 100 milliards et plus généralement, c'est la valse des milliards devant nos yeux. Est-ce que ça signifie qu'on a inventé l'argent magique ? Non, mais les priorités ont changé. Ceci étant, il n'y a pas d'argent magique. Donc ça va se traduire par 2 progressions massives. L'une qui est déjà enclenchée, c'est le bilan de la Banque centrale européenne qui refinance les États.
dont le bilan a totalement explosé. Et l'autre, c'est l'endettement français, qui était déjà très élevé avant la crise et qui était déjà à 98% du PIB, qui va monter à 120 points de PIB. Donc ça se traduit bien par des dettes de l'État français et une montée de ce qu'on appelle le refinancement de la Banque centrale européenne des dettes des États. Alors le premier point, parce qu'il est assez obscur pour les néophytes, qu'est-ce que ça veut dire que le bilan de la Banque centrale européenne et même plus généralement des banques centrales mondiales, ce bilan il est en train de monter avec des actifs qui étaient de 3 000 milliards de dollars en 2007 et qui est maintenant qui s'élève à 21 000 milliards. Donc on a une progression importante de ces actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, Christian Saint-Étienne. Il faut le replacer un peu dans l'histoire. Dans les années 70-80, la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire une vision de la création monétaire dominée. L'idée, c'était que les banques centrales devaient s'abstenir de fabriquer de la monnaie et donc il était dans les traités qui ont fondé la Banque centrale européenne, il était interdit de financer les États pour à la fois avoir des États qui aient des comptes équilibrés et puis faire en sorte que cette politique monétaire puisse se dérouler indépendamment des politiques budgétaires. Et puis, il y a eu un premier revirement. C'est très important pour les auditeurs parce que c'est vraiment clé dans la transformation du paysage macroéconomique. Le premier revirement, c'est celui qui a été créé par Mario Draghi en 2012. On a été proche de l'éclatement de la Banque centrale européenne. Et à ce moment-là, Draghi a commencé à porter un premier coup de canif à cette vision qui dominait la politique monétaire, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, puisque cette vision dominait aux États-Unis depuis 1979 avec Volcker. Donc, il porte le premier coup de canif. Il y a un deuxième coup de canif, voire de poignard, qui a été porté à cette vision monétaire. C'est très récent, c'est le 27 août, quand le patron de la Réserve fédérale américaine a dit que la priorité absolue maintenant, ça serait le niveau de l'emploi plutôt que maintenir des niveaux de prix faibles. Donc cette double transformation fait qu'on remet totalement en cause le fondement philosophique et politique de la politique monétaire qui existait depuis 40 ans. Alors la question centrale, c'est évidemment le lien entre cette création monétaire et l'inflation. Tout le monde a observé qu'il n'y a plus d'inflation depuis une dizaine d'années. Puisque c'était pour ça, a priori, qu'on fustigeait la création monétaire. Donc la question, c'est où part quand on crée de la monnaie, ça crée néanmoins des moyens de paiement. Donc, où est-ce que ça part? Alors, sans être technique, il faut distinguer ce qu'on appelle... Quand on parle d'inflation, en réalité, au quotidien, quand on annonce le taux d'inflation à la radio, on ne le fait même plus parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est sur les biens et services, c'est-à-dire sur ce qu'on achète. Et ça s'est basculé vers l'inflation sur les prix des actifs. Donc les prix des maisons ont monté, les prix des actions ont monté. Sauf que personne ne sait en théorie économique si un jour on ne peut pas avoir un basculement de l'inflation des prix des actifs vers un retour sur l'inflation des biens et services. En attendant, Isabelle Coupet-Soubeyran, on voit bien qu'on a eu une création monétaire intense, on a un déversement de milliards dans l'économie et pour certains, c'est probablement quelque chose qui annonce des inégalités plus fortes encore, parce que comme vient de le dire Christian Saint-Étienne, le phénomène inédit auquel on assiste, on a affaire à une crise qui est de toute évidence très importante, beaucoup de gens sont au chômage, et certains actifs voient leur prix s'apprécier ou en tout cas ne pas monter, ce qui veut dire que par exemple se loger va coûter toujours aussi cher, ce qui veut dire que la bourse, pas toutes les actions, bien sûr, les actions aéronautiques ont baissé, mais beaucoup d'autres ont continué à croître, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, deux conséquences. La première, il y a de l'inflation, mais au niveau des actifs. Et la deuxième conséquence, c'est tout simplement le fait que les inégalités sociales, parce que se loger, c'est un bien essentiel, vont peut-être être accrues par cet important afflux de liquidités dans l'économie. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. La grande question, c'est de savoir, en effet, si les banques centrales font ce qu'il faut
D'accord. Est-ce qu'elles sont suffisamment d'ailleurs au service des États pour les aider à financer leur plan de relance? Les banques centrales aujourd'hui créent énormément de monnaie centrale. Toute la question, c'est de savoir si cette monnaie centrale ensuite se transforme en monnaie qui circule vraiment dans l'économie et qui permet, si vous voulez, aux entreprises de réaliser leurs projets d'investissement et aux ménages également de réaliser leurs projets. Quand vous dites monnaie centrale, parce que ce que l'on apprend à l'école, c'est que ce sont les banques, pas les banques centrales, mais les banques de dépôt, les banques traditionnelles, qui créent de la monnaie par le biais du crédit. Oui, alors ça c'est fondamental. C'est-à-dire que la monnaie que vous avez... Quand vous faites un emprunt bancaire pour acheter une maison, vous la faites auprès d'une banque, peu importe son nom. Et donc cette banque, en fait, elle va créer de la monnaie. C'est pas de l'argent qu'elle a dans ses caisses nécessairement. La monnaie que vous avez sur votre compte bancaire, que vous avez dans votre porte-monnaie, c'est initialement de la monnaie qui a été créée par une banque commerciale. Effectivement, quand elle a octroyé un crédit à quelqu'un, les crédits font les dépôts. Donc, elle crédite le compte de l'emprunteur. Cette création monétaire des banques repose, mais très partiellement sur une autre création de monnaie, celle des banques centrales. D'accord ? Et les banques centrales, elles, ont un pouvoir de création de monnaie centrale totalement quasiment illimité si tout cela ne se traduit pas in fine par de l'inflation dans l'économie. Mais pas sans conséquence, évidemment. Alors, pas sans conséquence, mais surtout, si vous voulez, le point clé aujourd'hui, c'est que cette création de monnaie par les banques centrales, au fond, ne se retrouve, comme l'a dit Christian, que dans la sphère réelle. Ça tourne en boucle, dans la sphère financière. Ça tourne en boucle dans la sphère financière, c'est-à-dire que ce sont des actifs immobiliers, ce ne sont pas des actifs... Alors, ce sont des liquidités qui sont apportées essentiellement aux banques, qui servent à acheter des titres de dette publics émis par les États, qui sont rachetés en fait qui sont achetés non pas directement là où les États se financent sur les marchés primaires, mais qui sont rachetés à des investisseurs qui les ont déjà eux-mêmes achetés, et notamment à des banques, et ça soutient le prix de ces actifs. Le fait aussi, si vous voulez, que les banques centrales maintiennent les taux d'intérêt à un taux très très bas, ça fait que... Alors ça, c'est l'autre conséquence importante, il faut l'expliquer aux auditeurs, parce qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs tous les jours. Il y a aujourd'hui une incapacité de rémunérer l'argent qu'on a en dépôt. C'est une situation paradoxale. Il y a 85 milliards d'euros qui ont été économisés en plus par les Français et cet argent n'est pas rémunéré. Pourquoi ? Et parce que quand une banque centrale essaie de gérer une crise et d'avoir un impact de relance, si vous voulez, sur l'économie, la banque centrale commence toujours par abaisser le taux d'intérêt. Là, les marges de manœuvre étaient faibles parce que les taux d'intérêt étaient déjà très bas du fait de la gestion de la crise financière de 2007-2008. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les banques centrales ont dû passer par des instruments alternatifs, acheter des titres de dette sur les marchés, et ça fait baisser les taux à long terme. Donc oui, l'épargne est mal rémunérée. Cela étant, je pense qu'il faut se garder de l'idée, si vous voulez, que grâce à cela, il y a une forme d'euthanasie des rentiers, comme l'aurait voulu oui, Keynes. Parce que Keynes disait qu'il fallait euthanasier les rentiers, pas au sens propre. C'était une image pour dire qu'il fallait que les gens consomment. Oui, mais en fait, les rentiers se portent très bien aujourd'hui parce qu'ils voient la valeur de leur portefeuille augmenter du fait des augmentations de prix d'actifs, du fait des augmentations des prix de l'immobilier. Et ce que vous disiez initialement, à savoir que les écarts vont se creuser, c'est une réalité. C'est-à-dire que la reprise qu'on va avoir, si on a reprise, ce sera sans doute une reprise en K, avec une situation qui s'améliore pour les plus riches et qui se détériore pour les pauvres. Christian Saint-Etienne, c'est quand même un monde qui marche sur les mains parce qu'on a affaire à une crise qui est une crise sans précédent. Il y a des pans entiers de l'économie qui disparaissent. Alors, dans les pays où il n'y a pas d'aide, par exemple les États-Unis, c'est terrible parce que tous les services sont aujourd'hui en crise, il n'y a pas de chômage partiel. Donc on a d'un côté cette situation, de l'autre la bourse qui augmente ou qui ne voit pas la valeur de ses actions baisser. Est-ce que ça n'est pas d'une part une situation profondément inégalitaire et d'autre part le signe annonciateur de crise encore plus forte dans un avenir proche ?
Alors, deux éléments. Le premier, c'est quand même qu'aux États-Unis, il y a eu des aides d'urgence massives qui ont été données aux chômeurs. Il y a même eu un effet lié au fait qu'on a donné des aides qui étaient supérieures à ce que les gens gagnaient quand ils travaillaient. Bon, donc, ça a fait l'objet de discussions très serrées entre les républicains et les démocrates. Mais sur la question centrale que vous posiez à l'instant sur l'économie, je pense qu'il y a un point qui est décisif à comprendre. À peu près tout le monde, pour l'économie française, annonce une baisse de 10% du PIB pour l'année 2020. C'est entre moins 9 et moins 11. Donc, ça baisse de 10%. Alors, il faut se garder de l'idée que c'est moins 10 pour tout le monde. Si c'était moins 10 pour tout le monde, ça serait relativement simple à traiter. Et c'est là, d'ailleurs, où il y aurait beaucoup d'arguments pour faire une politique de la demande plus forte. Ce qui se passe en réalité ici aujourd'hui, c'est que c'est moins 10 en moyenne, certes, mais vous avez 20 ou 30% des entreprises pour lesquelles ça va faire plus 10 ou plus 15. Et c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment ces entreprises-là, quand elles sont dans les nouvelles technologies, elles voient leurs actions boomer en bourse. Et donc, ce sont des secteurs qui sont en plein développement et qui recrutent à tour de bras. Vous avez ensuite, si on part de l'idée qu'il y a 20% des entreprises en plein boom, vous allez avoir 60% des entreprises qui vont faire moins 10. OK. Mais les derniers 20%, ils vont être restructurés. Il y a des boîtes qui vont fermer. Alors, on a une nécessité qui est très lourde à gérer pour la France. Dans cette transformation, c'est pas seulement, ça, on peut le dire au niveau des entreprises, il faut le voir ensuite au niveau des travailleurs. Le fait que 20% des entreprises vont être extrêmement bousculées, ça entraîne qu'on va devoir transférer autour d'1,5 million de travailleurs des secteurs en déclin ou des entreprises qui ferment vers les autres secteurs. Alors, c'est un des éléments du plan dont on parlait tout à l'heure en première partie. Si vous y parvenez. Si on y parvient. Là, on peut avoir des doutes, non pas seulement sur la volonté du gouvernement, on peut avoir des doutes sur la capacité structurelle du système français de formation, qui n'a jamais été très performant, d'opérer une mutation pareille d'1,5 million de personnes sur 18 mois. Donc, on peut avoir des doutes là-dessus. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'évoquais, je le redis, ce n'est pas du tout ce que le gouvernement a dit, mais moi, je pense qu'il faut, je rejoins Isabelle sous un autre angle, il faudra un troisième temps de la valse pour cette position du gouvernement. J'évoquais, mais moi, je pense que c'est plus sous forme de filière que d'argent qu'il faudra le faire, sauf des aides ponctuelles pour les plus pauvres. Mais il y a par exemple un élément clé qui permet de reboucler sur les jeunes. On va avoir, on ne sait pas encore, 300 000, 400 000 jeunes sur le carreau à la rentrée parce que... 700 000 arrivent chaque année. Voilà, et il y en a qui vont trouver du boulot, mais il va y en avoir 300 000 ou 400 000 sur le carreau. Moi, par exemple, je reboucle avec l'idée qu'il faut numériser et robotiser notre tissu productif. Ça ne serait pas idiot, par exemple, que l'État dise pendant 18 mois, je crée des emplois aidés où je prends 300 000 jeunes, je leur donne une formation complémentaire sur le numérique et la robotique pendant 6 semaines, mais ils sont de toute façon très doués sur le numérique naturellement. Et ensuite, je les place dans les PME et les ETI pour aider les patrons à comprendre la nature de la transformation économique. Ça permettrait de faire coup double, c'est-à-dire que ces jeunes auraient une expérience professionnelle et ça aiderait à la mutation du système économique. Voilà. J'évoquais aussi l'autre filière, qui est de créer une filière durable sur 20 ans, où on formerait là aussi 300 000 à 400 000 jeunes, mais cette fois sur 20 ans, pour isoler les logements. Et ça, je suis très surpris de l'incapacité en France de travailler sous forme de filière, c'est-à-dire sous forme collective. Isabelle Coupet-Soubeyran. Alors donc on voit les enjeux de ce plan de relance. On a parlé donc de la manière dont des milliards avaient été déversés. Il y a une dette française qui va s'accroître, une dette européenne aussi qui va s'accroître puisque une partie de ces 100 milliards viennent de l'Europe. Qui va rembourser ?
Ouais, c'est effectivement le problème. C'est-à-dire que les États vont devoir rembourser les dettes qu'ils ont contractées. Alors, normalement, si vous voulez, les États font ce qu'on appelle un roulement de la dette. Ils roulent leur dette, c'est-à-dire qu'ils remboursent leurs dettes passées avec des dettes nouvelles. Est-ce que tous les États de la zone euro seront en capacité de rouler leurs dettes sans difficulté? Au fond, ça dépendra de quoi? Ça dépendra de l'action de la Banque centrale européenne. Et ça signifie en fait qu'il faudra que la Banque centrale européenne, désormais, s'engage sur un horizon de temps extrêmement long à être toujours là, sur le marché de l'occasion de la dette des États pour garantir aux investisseurs qu'en cas de problème, de toute façon, ils seront là pour acheter la dette. Mais si la Banque centrale fait ça, alors ça veut dire que ces achats d'actifs qui nuisent, on l'a dit tout à l'heure, potentiellement à la stabilité du système financier, eh bien, elles ne rempliront plus leurs autres missions. À quoi ça sert normalement une banque centrale? Ça sert, notamment pour ce qui est de la BCE, à faire en sorte que l'euro que vous avez dans la poche vous permette d'acheter la même chose aujourd'hui, demain. C'est la stabilité monétaire. Ça sert à ce que l'économie fonctionne à son potentiel. Bon, là, on a vraiment une chute de ce potentiel. Est-ce que la Banque centrale sera capable d'avoir cette action conjoncturelle? Et puis, ça sert de plus en plus, et ce, depuis la crise financière, à œuvrer à la stabilité financière. Mais là, les banques centrales font tout le contraire. Elles sont en train de nous préparer une prochaine crise financière qui redoublerait la crise économique. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen, en fait, à la fois de reconcevoir des plans de relance qui soient beaucoup plus axés sur la refondation de l'économie, en libérant la dépense avec beaucoup d'investissements publics et en les finançant autrement que par la dette. Alors, si on veut absolument que ça continue de reposer sur la dette, déjà ce que l'on pourrait faire pour donner une bouffée d'oxygène aux États, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés demain à un risque de crise de leur dette, c'est demander à la Banque centrale européenne d'annuler, au moins en partie, la dette qu'elle détient sur les États de la zone euro. Il y a à peu près 2500 milliards. Est-ce que ce n'est pas un peu ce vers quoi on s'achemine à partir du moment où votre dette accrue de manière singulière, tout espoir de remboursement à court terme est, semble-t-il, annulé? Je crois que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers cela, mais on y concédera, si vous voulez, que dans l'urgence. Il faudrait le faire aujourd'hui, de manière beaucoup plus posée, c'est-à-dire faire en sorte que la Banque centrale accepte de tirer un trait sur une partie des dettes publiques qu'elle détient. En fait, la Banque centrale est la meilleure institution pour cela. Bien sûr, si vous annuliez une partie des créances des investisseurs privés, ça, ce serait extrêmement dangereux pour la confiance, mais la Banque centrale, on l'a dit tout à l'heure, elle peut créer de la monnaie centrale sans difficulté. Elle n'a au fond de dette que sur elle-même. Et ça en fait une institution tout à fait particulière. Donc elle a la possibilité d'annuler une partie des dettes des États de la zone euro. Et ainsi, eh bien, les finances publiques se dégraderaient beaucoup moins. On pourrait financer ces plans de relance sans craindre la dégradation des finances publiques. Il y a d'autres solutions alternatives. C'est que la Banque centrale transfère directement sa monnaie centrale aux États, aux ménages, aux entreprises. Et là, vous avez de la monnaie centrale qui va directement dans l'économie réelle. Christian Saint-Etienne, est-ce que ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez enseigné à vos étudiants était faux? Je veux dire que les règles de l'économie avec le Covid sont en train de changer radicalement, puisqu'on a le rôle des banques centrales qui change. On a des afflux d'actifs des banques centrales qui, je l'ai dit, a progressé de manière colossale. Depuis 2007, on a multiplié par 7 ces chiffres. On a des actifs qui restent à des niveaux très élevés, immobilier et bourse. Bref, à quoi ça sert finalement de nous avoir appris, pas vous seulement, Christian Saint-Etienne, mais que s'il y avait création monétaire, il y aurait de l'inflation et que l'inflation était le pire des maux. Bref, à quoi ça sert d'avoir conçu l'économie ainsi depuis si longtemps? Alors derrière votre question provocante, il y a en fait une question théorique fondamentale. Alors de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inflation, on l'a eue, sauf qu'elle a été vers les prix des actifs plutôt que vers les prix des biens et services. Il faut dire très clairement d'ailleurs aux spectateurs que, comme pour et aux auditeurs, que même si, comme pour le Covid, on ne s'est pas soigné, donc il y a des incertitudes en économie, on ne sait pas pourquoi complètement l'inflation s'est faite
quasi totalement sur le prix des actifs plutôt que sur le prix des biens et services. On pense qu'il y a eu des transformations économiques, que la globalisation a beaucoup joué, puisque chaque fois que les salariés, il y a 15 ans, 10 ans, auraient pu demander des augmentations salariales, on pouvait leur dire, écoutez, si vous voulez une augmentation salariale, on ferme et on va produire en Hongrie ou en Chine. Donc tout cela a joué. Mais pourquoi je disais que c'est une question théorique fondamentale. C'est en fait le grand jeu sur 2 siècles ou 3 siècles, puisque l'économie théorique a commencé il y a 3 siècles, entre le court terme et le long terme. À court terme, on peut avoir des dérèglements considérables, mais à long terme, in fine, on se fait toujours rattraper. Donc la question centrale, c'est que effectivement, on a une crise de court terme, mais qui est un court terme qui dure, qui peut durer 2 ans, 3 ans. Néanmoins, on peut quand même penser qu'on aura un traitement du Covid d'ici 1 an, mais la crise elle-même produira des effets au-delà. Donc la question, c'est, OK, on accumule des dettes, est-ce qu'on peut simplement les mettre sous le tapis ou, in fine, il y aura un retour à des raisons, à des causes structurelles. Au fond, au début de l'émission, on a comparé à un moment donné la France et l'Allemagne. L'Allemagne est arrivée dans cette crise avec une industrie puissante, des excédents extérieurs très élevés, une dette publique qui était faible, et on voit qu'elle traverse la crise beaucoup mieux que nous. En fait, il y aura de toute façon nécessité absolue, une fois que même pendant cette crise et au-delà, de remuscler l'économie française, de retrouver des filières très fortes qui durablement créent de l'emploi. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur les approches par filière, sur le développement durable ou la formation, parce qu'on va en avoir besoin pendant des décennies et des décennies de cette politique structurelle de long terme. Un mot de conclusion, Isabelle Coupet-Soubeyran. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on sait très bien pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand la Banque centrale met beaucoup de liquidités, apporte beaucoup de liquidités aux banques et aux marchés, ça ne se retrouve pas dans l'économie réelle et ça ne vient pas améliorer finalement la situation des citoyens. C'est juste parce que la finance est devenue complètement dévorante et que le secteur bancaire n'est plus suffisamment au service de l'économie réelle. Donc ce sont ces transformations structurelles-là aussi qu'il faut opérer si on veut aller vers une véritable refondation. Non, mais ça aussi, c'est quelque chose d'anormal, puisque les économistes ont appris qu'il y avait uniquement des gains de productivité qui permettaient à une société de s'enrichir. Or, vous avez une finance qui ne repose pas, sauf erreur de ma part, sur des gains de productivité importants. Comment expliquez-vous, dans ce cas-là, le fait que l'inflation se reporte sur les actifs ? Mais parce que tout simplement, si vous voulez, la monnaie centrale, la monnaie créée par la Banque centrale ne circule plus dans l'économie. Ces milliers de milliards qui ont été créés par les banques centrales, vous les voyez dans l'économie réelle ? Non, on les voit sur les marchés, financiers. Donc c'est la traduction de ça. En 2008, on nous a dit qu'on allait prendre la mesure de ce qui s'était passé sur les marchés financiers. On ne l'a pas fait. Et le problème aussi, sans doute, c'est qu'on est en train de gérer cette crise sanitaire qui est très différente de la crise financière avec, au fond, les mêmes instruments, avec des banques centrales qui font la même chose à plus grande échelle. Ça produira malheureusement, sans doute, les mêmes résultats. Et le risque, c'est que cette crise-là, cette crise sanitaire, soit simplement une des prémices des crises climatiques à venir. D'où la nécessité de cette refondation qui ne vient pas avec un plan de continuité. Christian Saint-Étienne, Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, c'est aux éditions Odile Jacob. Isabelle Coupet-Soubeyran avec Oriane Buy. L'économie en bande dessinée, c'est chez Casterman. Et le rapport du CEPI sur l'économie mondiale 2021.